s'asseoir. Quand vous préférez être debout. Donc déjà, merci d'être venu. Vous êtes déplacé un mercredi soir. Bonsoir. Bienvenue à ce nouveau format du Bloc National. Donc un format plus afterwork, plus convivial. Pour ceux qui sont déjà habitués au Bloc National, vous êtes habitués à monter au 3e étage dans une grande salle avec plusieurs intervenants, on fait une conférence. Bon, là, ce ne sera pas une conférence, ce sera plus une discussion, il y aura un débat. Comme vous le savez, le Bloc National est un parti politique, du coup avec un programme, et dans ce programme, nous avons 9 piliers. Et aujourd'hui, on va parler du premier pilier. Par ce mois de mars, qui est le mois des droits de la femme, on s'est dit qu'on va commencer par parler d'un premier pilier qui est important, qui est justement la place de la femme dans la société, Mélivan. Et c'est pour ça que nous avons Paul ici, avec qui nous allons discuter de ces sujets-là, avec Yvan aussi. Donc n'hésitez surtout pas à interagir avec nous. Le débat aujourd'hui doit être interactif. C'est l'objectif de cette rencontre. Et j'espère qu'il y en aura plusieurs comme ça. Donc voilà. Il y aura plusieurs. Il y en aura plusieurs, bien sûr. Vous nous direz après si ça vous a plu, s'il y a des choses à mieux faire. Donc là, c'est le premier de la série et il y aura les 8 autres qui vont arriver aussi. Sans oublier les conférences. Ah, bien sûr. Et il y aura évidemment toujours les conférences. Pour les adeptes des conférences, il y en aura toujours. On en a prévu d'ailleurs plusieurs. On a une roadmap qui est assez chargée. Attendez-vous à beaucoup entendre parler de nous. Sur ce, je pense qu'on peut commencer la séance, l'afterwork. Et je vous propose de commencer par un petit icebreaker, un brise-glace, pour ceux qui parlent français. Je vais vous poser quelques questions et on va voir si vous connaissez les réponses. Toutes les réponses sont acceptées, évidemment, n'hésitez pas à répondre, même si vous ne savez pas, parce que je suis sûr qu'il y a des questions, vous ne vous attendez pas à la réponse. Donc déjà, ça va être sur le thème, évidemment, des droits de la femme, naturellement. Donc je vais poser une première question. Est-ce que vous savez déjà, vous, quand est-ce que les femmes ont obtenu le droit de vote en Suisse? 80. Oui, en France, en Suisse. Je te dirai aussi quand est-ce que la France l'a eu. Pas mal. Ça dépend. Il y a quelqu'un qui dit 80. Première réponse 80, 75. C'est pas très loin, vous êtes pas loin, effectivement, c'est plutôt en 71. Et la Suisse a été l'un des derniers pays en Europe à avoir donné le droit à la femme de voter. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'au Liban on a eu le droit de vote, enfin, les femmes ont eu le droit de vote? 64, je vais dire. Avant la France. Avant la France, oui. 4. Non, pas vraiment, c'est en 52. Grâce à une loi du Bloc National, pour le coup. Important de le préciser. Donc on a quand même eu au Liban, la femme a eu le droit de vote au Liban avant la Suisse, quand même. C'est notable. Et du coup, vu que tu parlais de la France, est-ce que tu sais quand est-ce que les femmes ont obtenu le droit de transmettre la nationalité en France? Moi je le sais, mais j'ai triché. Avant qu'elle me donne la réponse. Non? La femme le sait? Avant le Liban, malheureusement. Oui. Bientôt? Inch'Allah. Du coup? 78. Non. C'est en 73. C'est le 3 et le 8. C'est le 3 et le 8. C'est en fait, c'est grâce à une réforme du Code civil. Et avant cette date, c'est uniquement les pères français qui pouvaient transmettre automatiquement la nationalité à leurs enfants. À savoir qu'en France, il y a le droit du sol. Donc c'est des femmes qui pouvaient le donner uniquement à l'étranger. On ne peut pas le donner à l'étranger, mais s'ils étaient nés ici, ils étaient les Français automatiquement. Je vous propose une nouvelle question qui est elle aussi intéressante en France. En quelle année les femmes mariées ont-elles obtenu le droit de disposer librement de leur salaire? Parce qu'avant, elles ne pouvaient pas ouvrir le compte bancaire, elles ne pouvaient pas utiliser le salaire qu'elles gagnaient. En 1907. Donc ça en 1907. C'est un peu plus. C'est un peu plus vieux. Avant cette date, les femmes mariées n'avaient juste pas le droit de gérer leur propre salaire, c'est tout.
elles n'avaient pas d'autonomie financière, elles dépendaient de leur mari. Elles n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation du mari ou du père. Je ne sais pas si le frère aussi est rentré dans le jeu, mais... Et bah, en fait, j'ai oublié de poser la question. Tu parlais de la France, quand est-ce qu'elle a obtenu le droit de vote en France? J'ai oublié de poser la question, c'est quand 48. 44. En 44. Elle l'a obtenu en 44. Une question qui est intéressante ici, parce que en plus ça rentre... oui, c'est dans le même sujet. Qu'est-ce qui a changé en 1965 précisément pour les femmes mariées en matière de travail en France? En 1965, il y a eu quelque chose qui s'est passé en matière de travail. C'est ça. Elle n'avait plus le droit. Avant ça, elle n'avait pas le droit de travailler sans l'autorisation du mari ou du père si elle n'est pas mariée. Voilà. C'est une date clé pour l'émancipation des femmes. Elle permet de devenir financièrement indépendante là où elle n'était pas avant. Et là, j'ai une question qui est intéressante aussi. C'est en quelle année le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes a-t-elle été inscrite dans la loi? Est-ce qu'elle est inscrite dans la loi? C'est un principe. C'est un principe qui est inscrit dans la loi. Ce n'est pas encore 100%. Et c'est quand même une date importante. Pour moi, c'est écrit quelque part. Un peu avant, c'est en 72. C'est en 72. Et c'est là où justement le combat a commencé pour réduire les inégalités. En 72, ça a commencé. Et une question politique, pour le coup. Savez-vous quelle a été la première femme chef de gouvernement en Europe? En Europe. En France, vous savez. C'est trop facile. Donc c'est pour ça qu'on part en Europe. C'est ça. C'est Margaret Thatcher, première ministre du Royaume-Uni en 79. Mais bon, ça c'est en Europe et dans le monde. Ça va. C'est pas mal. Pas mal. C'est en Inde, exactement. Je vais détruire son prénom et son nom. Sirimavo Bandaranaike. Au Sri Lanka en 60. Donc même avant l'Europe. Donc voilà. Et bientôt, c'est au Liban. Et bientôt au Liban, grâce au programme du bloc national. En Inde, les femmes dans les entreprises sont très présentes. Si vous êtes en train de travailler avec des banques en Inde, vous verrez, elles sont très présentes. Et la politique avance. Sachez aussi que c'est avec les crises que les choses s'améliorent. Ce n'est pas quand tout va bien que les choses s'améliorent. En France, par exemple, c'est suite aux 2 guerres que les femmes ont eu plus de droits et ont pu, par exemple, voter, gagner leur vie, être indépendantes, conduire, voter, tout ce que vous voulez. C'est aussi suite aux 2 guerres et qu'elles puissent prendre tous les jobs qu'elles voulaient. Parce qu'au début, il y a aussi des jobs qui n'étaient pas autorisés aux femmes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et on va certainement en discuter plus en détail, au Liban précisément, avec Paul. Du coup, 2 guerres mondiales, c'est beaucoup pour les droits des femmes. Et au Liban aussi, on est en situation un peu de crise vis-à-vis de la situation des droits des femmes. Quelques statistiques pour un peu mettre tout le monde au jus. Tout d'abord, le Liban est malheureusement 145e sur 153 pays dans le classement sur l'écart entre les sexes en termes d'accès au marché du travail. Avec 29% de femmes qui ont accès au marché du travail au Liban, contre, pour les hommes, idée, plus ou moins 76%. Donc c'est vraiment 3 fois plus. La situation des femmes est aussi compliquée par multiples d'autres facteurs qu'on va aborder un à un, mais en termes de contexte historique, comme on l'a dit, le Bloc national est le parti qui a présenté du coup la loi permettant à la femme d'accéder au vote et à la candidature des élections. Et justement, c'est un point qu'on cherche vraiment, c'est la parenthèse pub du Bloc national, c'est un point vraiment qu'on cherche à chérir. Au sein de notre comité exécutif, nous avons par exemple 33% de femmes, l'Assemblée générale 38%. Donc on essaye vraiment de mettre en termes de structure en avant la femme. Mais du coup, ma question à toi, Paola, ces changements sont-elles uniquement symboliques ou bien même en changeant ces petites représentations, on arrive à toucher le fond du problème, la structure?
Merci beaucoup pour cette question et merci de l'invitation. Donc peut-être juste pour me présenter et pourquoi je suis là à parler. Je m'appelle Paola Selwanda, je suis la directrice principale pour l'action collective d'une ONG féministe qui s'appelle Women Deliver. J'ai été senior fellow à l'Asfari Institute à l'Université américaine de Beyrouth et j'ai été, et je suis toujours affiliée à différents courants féministes au Liban, en Suisse et un peu en France parce qu'on a des courants transnationaux. Et donc pour répondre à ta question, je pense qu'il y a, dans les courants féministes, il y a toujours une tension par rapport aux quotas. C'est-à-dire que quand on parle de, là je vois, tu soulignes la parité au sein du comité exécutif du Bloc national par exemple, les quotas c'est une tactique, c'est un outil qu'on a pu utiliser, c'est un outil qu'on a dans notre arsenal d'outils. C'est un outil qui est critiqué parce que les politiques de représentation en elles-mêmes et elles seules ne parviennent pas en fait à adresser les problèmes structurels qui font que les femmes sont marginalisées ou qui font que les femmes se retrouvent en dehors de l'accès à la politique. On a parlé de Thatcher, ouais, c'était peut-être la première, mais bon, les politiques qu'elle a avancées, les politiques pour lesquelles elle a poussé, ce sont des politiques qui ont fait que marginaliser les femmes, notamment les femmes des classes populaires. Donc il ne suffit pas d'avoir une femme ou d'avoir des femmes qui sont représentées à travers les quotas pour voir un changement au niveau de ces politiques-là. C'est pour ça que bon, les choses ne sont pas binaires. Hein. Est-ce que c'est symbolique, est-ce que des avancées sont symboliques ou est-ce qu'il faut des avancées structurelles? Les avancées symboliques, ça aide, on ne va pas se mentir, ça fait quand même, il y a un effet. Le fait qu'il y ait un quota, ça permet aux femmes de rentrer dans les arènes politiques, ça permet aussi d'aider à déconstruire certains stéréotypes sexistes et de genre, on va en parler plus tard, mais ça fait que ça. S'il n'y a pas une attention qui est portée aux formes de discrimination structurelle qui affectent les femmes et qui affectent les femmes de manière disproportionnée. Si on parle par exemple d'un contexte comme le Liban, on est dans un contexte de société ultra-militarisée, on est dans un contexte de société sectaire, on est dans un contexte de politique néolibérale, on est dans un contexte où il est difficile pour la plupart des femmes d'avoir accès au travail, de combiner plusieurs rôles, qu'il est difficile également pour elles, notamment les femmes des classes populaires, juste d'exister en ce moment, avec la situation économique et avec les différentes formes de discrimination en termes de race, de genre, de classe, etc. Et c'est également disproportionné, ça touche, ces systèmes-là touchent de manière disproportionnée les femmes migrantes, par exemple, et les travailleuses migrantes. Du coup, en termes de représentation, est-ce que ça nous aide d'avoir des femmes dans différents cercles de pouvoir? Oui, mais il faut adresser ces systèmes de discrimination. Parce que justement, ça me faisait penser, par exemple, les dernières élections au Parlement en 2022, le chiffre il est là, sur 128 députés, il y avait 8 femmes, donc 6,25% de membres au Parlement, et quand bien même certains partis, dont le Bloc national, tentent vraiment d'augmenter la parité de leurs candidats, on retrouve toujours ce problème. Et s'il y avait un truc à changer, vraiment un élément central, que ce soit la culture, tout le système dans sa globalité, ou bien le fonctionnement interne des partis, ça serait quoi? C'est bien parce que c'est une question facile. Qu'est-ce qu'on doit changer en termes des partis? Personnellement, j'ai une tradition de faire partie des partis de gauche et même de gauche radicale. Et même dans nos partis, mes camarades, en général, c'est compliqué de parler de féministes et de questions féministes parce qu'ils veulent parler de lutte des classes. Et apparemment, les questions féministes, c'est juste pour la commission femmes. Donc, bon, même dans les cercles extrêmement progressistes, c'est difficile. Qu'est-ce qui doit changer dans les partis politiques en termes de... Bon, déjà, je pense qu'il faut poser la question en termes par rapport à l'échelle des partis politiques, mais aussi en termes des États. Il y a une responsabilité des États, c'est-à-dire que le Liban, comme tous les autres États, ont des obligations sur le droit international qui doivent être traduites dans les cadres législatifs au niveau national. Donc on a par exemple le comité de l'ONU sur l'élimination des discriminations faites aux femmes qui a fait des recommandations générales. Dans cette recommandation générale, qui est la recommandation générale 40, pour être très précise, il y a, le comité a délinéé les obligations des États en termes de participation politique des femmes. Une des choses qu'il faut faire quand même, c'est adresser les stéréotypes sexistes et les stéréotypes de genre. C'est-à-dire qu'on a encore maintenant, et je pense qu'il y a eu un incident au Liban il n'y a pas longtemps au Parlement, une des femmes s'est fait vraiment gravement insulter.
Et il y a déjà, de manière disproportionnée, les femmes qui sont dans des rôles publics et dans des rôles politiques, elles doivent faire 2 fois plus attention que les hommes. On a vu ça même dans un pays comme dans la Finlande, où l'ancienne première ministre a été prise en vidéo en train de faire la fête. Et c'était tout un scandale. Est-ce que c'est un scandale de voir un homme, enfin je veux dire, on a vu plein d'hommes politiques être noués dans des scandales beaucoup plus graves, et il n'y avait pas le quart de réaction négative contre ces hommes politiques-là. Donc il y a un véritable travail à faire en termes de démantèlement des stéréotypes de genre et de démantèlement des stéréotypes sexistes qui véhiculent des idées erronées comme quoi les femmes sont trop émotionnelles pour faire de la politique, ou de toute façon le rôle des femmes premier c'est d'être mariées, c'est d'avoir des enfants. Et c'est une question qu'on retrouve beaucoup, comment est-ce que vous faites pour concilier votre rôle de femme, d'épouse, de mère avec un rôle politique, ce qui est une question qu'on pose très rarement, voire quasiment jamais aux hommes. Donc on est automatiquement renvoyé à notre condition, on va dire, de nos fonctions reproductives. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut remettre en question et qu'il faut questionner, et questionner de manière collective en termes de, une fois que ça change, après, qu'est-ce qu'il faut aussi adresser, encore une fois, adresser les structures. C'est-à-dire que si on ne met pas en place des politiques qui favorisent la participation et qui favorisent, qui renforcent l'empouvoirment des femmes à occuper un rôle communautaire et un rôle politique, aussi elles n'y arrivent pas, ou alors il y a une discrimination qui se fait au niveau de la classe sociale. C'est-à-dire qu'une fois que les femmes qui peuvent payer un soutien, qui peuvent payer une garde d'enfants, qui peuvent s'organiser, qui bénéficient d'un soutien familial, elles ont de la place, elles ont cet espace-là pour aller faire de la politique, et les femmes qui sont issues des classes plus populaires, qui n'ont pas accès à ça, s'il n'y a pas une politique étatique et des politiques publiques, cette place-là, elle ne se fait pas, la discrimination, elle se fait de toute façon. Moment sondage, entre guillemets. Du coup, on parlait des choses qui pourraient empêcher, de la structure qui empêcherait les femmes de réussir en politique. Et du coup, la question est un peu tournée au public. Je sais qu'on a des gens de Ashrafi, des gens du A, etc. Est-ce que, selon vous, dans votre région d'origine, il y aurait des spécificités à cette région qui empêcheraient des femmes que vous connaissez peut-être, qui sont compétentes en termes de politique, à ne pas réussir? Ouais, je pense que c'est un problème libanais, c'est pas un problème de région, non. Moi je le vois comme ça, c'est un problème national. Et du coup, quelles seraient des structures plus précises, par exemple? Je pense que Paola a déjà répondu en partie à la question, enfin en grande partie d'ailleurs. Non, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a un problème lié particulièrement à Ashrafi, au nord, au sud ou à la Beka. C'est un problème national et il faut toujours réfléchir de manière nationale, je pense, pour résoudre ce problème, non pas de manière régionale. Donc selon toi, ça serait peut-être une absence de spécificité culturelle à la région et plutôt vraiment une logique nationale en règle générale. Pardon. Moi personnellement, je viens de Racal et de Baalbek et je trouve que c'est quand même plus compliqué. Je pense que c'est plus compliqué quand on vient d'une zone un peu plus rurale, si je peux me permettre, de se lancer dans la politique parce que quand même c'est beaucoup moins développé, quand je parle de mes propres régions, en termes d'éducation, même d'égalité homme-femme, que ce soit sur le niveau du travail, de la place de la femme dans la société chez nous. Donc je pense que moi qui vis à Ashrafi mais qui viens de ces régions, je pense qu'il serait plus simple pour moi de me projeter en politique à Ashrafi qu'à la Beka ou à Racal. Enfin, c'est mon avis. Après c'est sûr qu'on a un problème national, mais plus intensifié dans les régions un peu plus. Et du coup, parfaite transition, du coup, cette idée de tribu et de différents clans nous amène quasiment automatiquement à la grande question des traducteurs, voilà, de l'état civil, qui est spécifique au Liban, aux différentes religions. On a 15 tribunaux confessionnels. Comment est-ce que ces tribunaux permettent de perpétuer les inégalités hommes-femmes? Ok. For my earrings. Bon, pour moi, c'est un peu le nœud du problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler
de participation politique des femmes, on ne peut pas parler de participation communautaire des femmes sans parler du droit civil et sans parler des affaires civiles. Les tribunaux religieux, ils ne sont jamais d'accord sur rien sauf sur ça. C'est magnifique, c'est une unité qu'on ne verra jamais. On parle de l'unité nationale du Liban, c'est l'unité nationale du Liban. C'est-à-dire qu'ils sont tous d'accord pour maintenir le contrôle social qu'ils exercent à travers le contrôle du corps des femmes. Il y a une instrumentalisation du contrôle du corps des femmes et c'est une menace constante, c'est-à-dire que transmettre l'idée qu'une femme est responsable de son propre corps et est libre et a un droit à l'autodétermination corporelle, c'est le plus grand danger en fait pour le démantèlement du système sectaire au Liban. C'est-à-dire que le droit, son titre c'est un droit familial archaïque et confessionnel. À travers ces tribunaux confessionnels, on est sûr de s'assurer de la réplication du système patriarcal au Liban. C'est-à-dire que tout le pouvoir est mis entre ces hommes religieux-là, au niveau du mariage, au niveau du divorce, au niveau de l'héritage, au niveau de la garde des enfants. Et donc c'est ce discours-là qui est un discours religieux, et dans toutes les religions, l'égalité homme-femme n'existe pas. L'égalité des genres n'existe pas. Les femmes sont mises en avant comme étant avant tout des mères, comme devant remplir leur corps de mère, elles doivent être obéissantes à leur mari, elles doivent tenir la famille ensemble, et c'est ça un peu le centre. Et il y a une espèce de sacralisation avec un discours qui va avec, c'est-à-dire qu'on voit ça pour la fête des mères, mais on voit ça aussi dans le discours en fait tous les jours. C'est pas juste le jour de la fête des mères, c'est vraiment la mère qui tient toute la famille. Sans la mère, il n'y a pas la famille. Sans la mère, les enfants deviennent délinquants. Sans la mère, la mère, c'est pire qu'Israël. C'est-à-dire, si elle n'est pas là, c'est la fin du monde. Et donc, mais derrière ça, il faut se rendre compte qu'au-delà de l'image un peu à l'eau de rose de la maternité en tant qu'accomplissement pour les femmes, il y a un business. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se marier entre différentes communautés chrétiennes sans payer, on ne peut pas divorcer sans payer, on ne peut pas échapper à ce contrôle. C'est-à-dire que les femmes qui n'ont pas la possibilité de payer, elles sont souvent renvoyées à des contextes familiaux qui sont extrêmement violents, dans lesquelles elles ne peuvent pas se sortir. Et si elles essayent de s'en sortir, au-delà de la question pécuniaire, il y a la question des enfants. Où quasiment toutes les communautés, au bout d'un moment, au bout d'un certain âge, les âges diffèrent, mais les enfants vont aller dans la famille du père. Et ça, pour une mère, c'est très difficile à accepter. La plupart du temps, elle reste, avec parfois des conséquences dramatiques, comme on a vu plusieurs victimes de violences domestiques qui finissent par se faire assassiner par leur mari, où la loi est assez clémente quand même par rapport à ces criminels-là. Donc, il y a cette question-là qui est aussi liée à la question du viol conjugal, par exemple, et à la question, donc on parle de violence faite aux femmes. La question du viol conjugal, c'est aussi une question clé par rapport à ces lois archaïques, c'est-à-dire que ça fait des années que la société civile libanaise essaye de faire criminaliser le viol conjugal. On n'a pas réussi jusqu'à maintenant. En 2010-2011, il y avait une coalition de juristes, d'organisations, etc., qui avait présenté un projet de loi qui avait un système avec des procureurs où chaque cas devait être référé au procureur de la région avec une criminalisation du viol conjugal. C'est passé à la commission ministérielle à l'époque, il me semble en 2011 ou 2012. C'était Rassan Khayber qui était le chef de cette commission ministérielle, qui a un peu vidé la loi de tout son sens. Et c'est comme ça qu'on est arrivé avec cette loi qu'on a maintenant, qui est une loi qui n'aide pas du tout, qui est une loi qui même justifie le viol conjugal au lieu de le criminaliser. C'est pour ça, c'est comme ça qu'elle est passée. C'est comme l'histoire du mariage civil qui ne passera pas avec un système sectaire. Donc c'est des sujets clés, parce qu'une fois que ces sujets passent avec un code civil qui établit une égalité des genres et qui établit une égalité homme-femme, les tribunaux religieux et par là même le système sectaire perdent tout leur pouvoir. C'est-à-dire que du moment qu'il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de pouvoir. Pour le moment, malheureusement, on a cette loi qu'on se traîne. Et puis, c'est toujours, en termes d'activisme, on préfère toujours pas avoir de loi. C'est plus facile de faire passer une loi qu'avoir une loi qu'on doit changer. Donc là, maintenant, pour changer la loi, c'est toute une histoire. Et c'est, encore une fois, pas vu comme étant la priorité. Et en attendant, le viol conjugal est légitimé. Encore une fois, en contravention avec le droit international et les obligations du Liban sous le droit international des droits humains notamment. Je pense que je suis allée dans tous les sens. Mais c'est parfait, c'est en même temps une bonne transition, parce que Bloc, on a cette idée que une des réformes essentielles, c'est vraiment d'unifier ce code civil
sous un code civil centré autour vraiment des droits de l'homme, des droits de la femme, du coup. Les mêmes lois pour tout le monde, sous l'égide de l'égalité. Nous avons... et malgré cela, certains utiliseraient l'argument de la volonté de déstabiliser la famille, ça s'intègre avec un grand F, alors que ce n'est pas du tout l'intention du bloc. En lien avec ça, dans ton expérience personnelle, est-ce que tu dirais que ce blocage de ces réformes, il vient plutôt d'un aspect un peu culturel, c'est vraiment un truc très institutionnel où c'est les personnes en tant que telles, les réformes, ou bien plutôt les parlementaires en tant que tels qui bloquent, ou bien c'est quelque chose de plus large qu'eux qui agit un peu? Alors, de manière générale, j'aime pas trop les explications en termes, qui se réfèrent à la culture, parce qu'une fois qu'on dit c'est culturel, c'est comme si c'était un bloc essentiel qu'on pouvait pas bouger. Et en fait, pour moi, c'est plutôt un résultat de dynamique de pouvoir. C'est-à-dire que c'est encore une fois les femmes qui payent les prix des différentes dynamiques de pouvoir. Qu'est-ce qui bloque en termes de la criminalisation du viol conjugal? C'est, je pense, cette volonté de ne pas perdre ce contrôle sociétal que les tribunaux religieux et que les partis sectaires ont à travers cette instrumentalisation du corps des femmes. C'est-à-dire que si on en venait à criminaliser le viol conjugal, on enverrait le message que finalement les femmes ont le droit à l'autodétermination corporelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'accès à l'avortement? Qu'est-ce que ça veut dire pour le mariage des mineurs, pour les mariages forcés? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de droit à l'héritage? Donc une fois qu'on donne, je pense qu'il y a cette peur qu'une fois qu'on donne aux femmes ce droit-là, c'est-à-dire le droit à disposer de leur propre corps et à ce que leur intégrité physique soit respectée, on leur envoie le message que ça vaut pour autre chose. Ça vaut pour l'accès à la contraception, ça vaut pour les relations sexuelles, ça vaut pour l'accès à l'avortement et pour tous les droits sexuels et reproductifs en dehors de la grossesse, qui est vue comme étant, bien sûr, quelque chose, une grossesse dans un mariage hétérosexuel, voilà, devant Dieu et les hommes. Donc, je pense que c'est ça, en fait, ce qui bloque, c'est qu'il y a une volonté de déni, parce qu'une fois, il y a une peur de perdre ce contrôle sociétal-là. Et pour moi, il est là le problème, plus que est-ce que c'est culturel. Je pense qu'on voit des sociétés extrêmement conservatrices aussi dans d'autres pays et dans d'autres régions. Quand on regarde ce qui se passe en termes de recul sur l'accès à l'avortement et sur le droit reproductif aux États-Unis, on ne va pas dire que c'est culturel, c'est les Américains. Non, on va dire que c'est un discours qui a aussi gagné du terrain. Et par rapport à ce discours sur la famille, c'est quelque chose qu'on voit extrêmement souvent, et c'est pas des pays comme le Liban qui poussent ça. Quand on regarde ça dans les arènes internationales en termes de négociations sur des résolutions, c'est quelque chose que je fais beaucoup et que ça fait 12 ans que je fais. Et en fait, systématiquement, tous les standards de droit international qu'on discute lors de négociations multilatérales, ceux qui remettent toujours la famille au centre, c'est le Vatican, qui n'est même pas un État, mais qui est un État observateur, mais ils remettent systématiquement. C'est le Vatican et des pays comme l'Arabie Saoudite, par exemple, comme le Nigeria, et le Liban est silencieux sur ces questions-là dans les arènes internationales. Mais c'est un discours qui est dangereux parce que c'est un discours qui est exclusif. C'est-à-dire que avec ce discours de la famille et des enfants, qui va penser aux enfants, qui va penser à la famille, c'est simplement un discours qui est fait pour exclure les femmes des systèmes de décision et exclure les femmes des décisions qui les concernent elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on revient encore une fois à la maternité, on enferme les femmes là-dedans et on ne les laisse pas sortir de ce rôle, mais il faut aussi se rappeler que souvent ceux qui poussent pour la famille, les enfants, etc., une fois que ces enfants sont nés, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique sociale qui vise à faire en sorte que les familles aient une vie confortable, etc. C'est pas le Vatican qui va faire ça, c'est pas les États-Unis qui sont en train de faire ça, c'est pas le Nigeria qui font ça. Donc c'est strictement une instrumentalisation de la famille pour exclure, et je vais m'arrêter avec ça, pour exclure les femmes et aussi les personnes LGBT, mais aussi les personnes divorcées, parce que la famille, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un homme, une femme dans un mariage hétérosexuel, mariés devant l'État, là où c'est permis, mais surtout devant Dieu. Et toutes les autres configurations de cet état-là sont mises de côté. Et du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas admettre que le premier coup qu'on pourrait porter en tant que société civile, que réformateur, que bloc national, a cette logique qui, en soi, a des défauts? Parce qu'on lie la femme à sa position de mère,
mais on lui interdit de donner la nationalité à ses enfants. Oui. Du coup, c'est très paradoxal. Et est-ce que le premier coup qu'on pourrait porter, ça ne serait pas justement la réforme de l'article 1 sur la loi de la nationalité qui empêche la femme de donner la nationalité à ses enfants, et le statut marital, l'interdiction du mariage des mineurs, etc. etc. Qu'en penses-tu? Bah, étant moi-même maman de 2 petites filles qui sont formidables et magnifiques et parfaites, je ne peux pas leur donner, ma nationalité. Alors c'est marrant parce que leur père est à moitié syrien, à moitié suisse, et comme elles se décrivent elles-mêmes, j'ai bien fait mon travail, on leur demande qu'est-ce que tu es. Moi je suis libanaise. Non, mais 100%. Alors qu'elles vivent en Suisse, alors la tête de leur grand-mère, autant que dire, c'est un poème. Quand elles disent ça, mais au-delà de ça, c'est encore une fois, on renvoie les femmes à un statut de citoyenne de seconde classe. Mais au-delà de ça, parce que souvent la justification qui est donnée, c'est « Ah mais non, mais parce que sinon ça va faire basculer la balance démographique ». C'est pour ça qu'on ne peut pas donner le droit à se transmettre. Désolé les filles, on ne peut pas vous donner vos droits parce que vous devez payer pour les calculs sectaires d'une classe politique pourrie, qui est en train de pourrir sur place et de faire pourrir le pays. Donc, si vous voulez, l'enjeu là, c'est un enjeu de discrimination sur discrimination. Parce qu'en gros, comme on veut discriminer la population palestinienne qui est au Liban, parce que c'est ça, hein, je veux dire, pour être très clair, c'est pas les enfants suédois leur problème. Donc c'est pas mon mariage et mon passeport suisse, c'est pas ça le problème. Donc on veut discriminer les personnes palestiniennes qui sont sur le territoire libanais depuis des générations, donc on discrimine les femmes. Donc comme ça, tout le monde est discriminé et tout le monde est content. Mais ça a donné lieu à c'est-à-dire que la nationalité, ça définit le rapport d'un individu à l'État. Ça a donné lieu à des cas d'enfants apatrides. Ça a donné lieu à des enfants qui sont de mères libanaises nés sur le sol libanais, qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas accès à la santé, qui n'ont pas accès aux services publics, tout simplement parce qu'un État a décidé que leur mère était une citoyenne de seconde zone et leur père, en tant que palestinien ou autre réfugié, n'avait pas d'identité et n'avait pas d'existence. Donc il y a là un problème c'est un véritable problème de droits humains, notamment, justement, on revient à ce discours sur la famille où les enfants sont placés au-dessus de tout. Là, pour le coup, les enfants, personne ne fait attention à eux. En droit international, il y a un principe d'intérêt, on appelle ça le meilleur intérêt des enfants, best interest of the child. Chaque loi, dans un cadre législatif, doit suivre ce principe-là. Là, on n'y est pas. Clairement. Et une petite conclusion, du coup. Je pense que l'événement a trouvé une bonne oreille parce que la majorité de nos spectateurs sont des spectatrices. Et du coup, avec en tête les points phares, si vous voulez, du programme du bloc concernant les réformes liées à l'amélioration de la situation des femmes au Liban, à savoir la transmission de la nationalité, l'interdiction du mariage des mineurs, la criminalisation, merci, du viol conjugal, les égalités professionnelles et encore l'unification d'un code civil, mesdames mais aussi messieurs. Selon vous, quelle serait vraiment la mesure phare à laquelle il faudrait s'attaquer tout en premier et idéalement pourquoi? C'est une trop bonne question, je pense. Ça reste symbolique, mais ça entraîne aussi tout ce que vous avez précisé. Donc c'est, à mon avis, un des points de départ, toutes les femmes le réclament. Et c'est, même si ça reste de l'ordre du symbole, parce que c'est pas ça qui va changer la face du monde, mais ça reste, à mon avis, le point principal. Déjà le point de départ. Donc, selon vous, ce serait vraiment une approche symbolique en premier, et de ça découlera les aspects plus pratiques. Le divorce. Le divorce. Le divorce parce que ça équivaut à la liberté de la femme. Et il y a peut-être trop de femmes au Liban aujourd'hui qui restent mariées par obligation. Je pense que si on ne se marie pas dans l'esprit de divorcer, et savoir qu'on peut divorcer, c'est un grand prix à la liberté, en fait, je pense. On n'a pas le temps. Abolir le confessionnalisme. Carrément. Idéalement, surtout. On en parle plus ou moins. Hein. Créer un Sénat, par exemple, qui s'occupe des affaires religieuses et
séculariser tout le reste. Respecter la Constitution, quoi. Tout Voilà, simplement, c'est ça. revenir à temps avec la C'est la Constitution. Mais Ivan, dans ce que tu as décrit, qu'est-ce qui est prioritaire, tu as fini par le Code civil, c'est bien ça? C'est vraiment juste un ordre Parce qu'en fait, le Code civil, si je comprends bien, en fait, c'est ce qui va tout coiffer. C'est qu'à partir du moment où, et ça va rejoindre ce que vous avez dit, à partir du moment où on retire l'aspect confessionnel et sectaire, et le problème dans ce cas, c'est pas seulement c'est la population qu'il va falloir éduquer et former, et ça va prendre beaucoup de temps. À partir du moment où ce problème n'existe plus, le problème sectaire, et qu'on crée une société séculaire, tout en découle. C'est-à-dire que c'est pour ça que tu as fini avec ça, mais je pense que c'est le plus gros, c'est le plus gros, ouais. Et ça va tout coiffer. À partir du moment où il n'y aura plus de problème de Palestiniens et d'équilibre confessionnel, vu qu'on sera tous libanais et qu'on n'aura pas à être plus de ça et plus de ça. Mais pour avoir travaillé dans ça au Liban à un moment donné, je sais qu'il y a beaucoup d'obstacles de la population, et toutes confessions confondues, pour des raisons différentes, toutes confessions confondues. Ça veut dire qu'il y a un aspect culturel, en fait. Je ne sais pas si c'est culturel, je pense qu'il y a un battage journalier, tout le temps, permanent, de ce qu'on a appelé tout à l'heure les Zarim, les chefs de clan. Il y a un battage, et qui sont partout, qui sont même à Beyrouth d'ailleurs. En permanence, on fait peur aux gens. Il y a une peur. Oui, on leur fait peur que si jamais on arrive à l'équipe confessionnelle, le pays va devenir, je sais pas, musulman ou chiite, et donc on leur fait peur pour les autres. Et si on arrive à l'équilibre confessionnel, je sais pas, le Liban va disparaître, on va retourner à la Syrie. Il y a toujours un matraquage. Les gens ont peur, et ont peur pour plein de raisons qui sont valides, qu'il faut vraiment considérer comme valides. Et à partir du moment où on arrive à éduquer une société sur ça, je pense, et c'est le plus gros du travail est fait, et c'est un gros travail. Et est-ce qu'on va attendre tout ça pour arriver à donner à la souveraineté aux femmes libanaises? Alors je pense que ça c'est le goal ultime, et comme vous avez évoqué, oui ça va prendre énormément de temps. Je pense que chaque jalon, on peut le lancer en même temps, et chaque personne a évidemment. Et avec tout ça, ça viendra au final. Ça ne s'annule pas, hein. Ça ne s'annule pas. Pour moi, c'est pas le départ, c'est la fin du fin. Oui, ça ne s'annule pas. Au contraire, ça va ensemble. Mais oui, je suis d'accord, évidemment. Mais ça, on a tous un membre de notre famille, dans les enfants ou des cousins, qui ne sont pas libanais à cause de ça. Ouais. Tous. Oui, à 100%. Alors je pense que chacun a le rôle à jouer. Moi, je vais rajouter quelque chose, Yvan, je pense que tu as omis de préciser. Le Bloc national joue un rôle aujourd'hui dans la sensibilisation. Parce que monsieur a parlé de l'éducation, et c'est quelque chose qui est très important. Évidemment, je te rejoins, Layal, dans le sens où tout va de pair. On ne peut pas prioriser une parce que tout est prioritaire. Parce qu'on ne peut pas prioriser le droit à la transmission de la nationalité sur le viol conjugal. Les deux sont aussi égaux. Mais l'éducation est très importante. Aujourd'hui, nous, au Bloc national, on fait en sorte, en fait, même au sein des membres, en fait. C'est pour ça que l'éducation, la sensibilisation, on fait des partenariats comme avec SIDS pour travailler sur cette sensibilisation, parce que c'est pas un changement, je te rejoins Paola, c'est pas culturel, mais c'est une mentalité. Et tout commence par ce changement-là. Et si on éduque nos enfants et nos jeunes, nos adolescents sur cette éducation très importante aujourd'hui, qu'on est égal, on est égaux, c'est important en fait de sensibiliser. Et je rejoins monsieur où l'éducation est très importante. Aujourd'hui, l'État doit jouer un rôle au niveau de l'éducation pour changer cette mentalité. Et voilà. Compléter. Merci. Il y a d'autres interventions? Oui, moi j'ai un petit point qu'on n'a pas évoqué. Il y a des sujets majeurs, bien évidemment, avec des discriminations. Un peu plus fort, s'il y a on s'entend pas. Ah bon? C'est parce que je dis. En fait, il y a des sujets majeurs au niveau des discriminations contre les femmes, mais il y a des petits pas qu'on peut faire
tous les jours. Par exemple, ouvrir un compte pour ses enfants. Une femme au Liban, une mère, ne peut pas ouvrir un compte pour ses enfants. En fait, est-ce qu'il y a déjà des travaux, un petit pas qui a été fait petit à petit? En fait, je considère qu'on ne peut pas arriver à un but optimal là tout de suite, mais peut-être petit à petit, on peut avancer. Là, ce sujet, personnellement, j'ai été confrontée à ce problème il y a 22 ans, mais je n'ai pas l'impression qu'on a avancé, personne n'en parle. On est certainement tous avec la nationalité pour les enfants qui ont une mère libanaise, etc. Mais il y a des petites choses qu'on peut peut-être faire tous les jours pour qu'on puisse avancer vers notre objectif. Mais on laisse les petites choses à côté parce qu'on regarde un objectif, bien évidemment, qui est bien au-delà, mais peut-être c'est petit à petit qu'on peut avancer. Je peux répondre à cette question parce que quand on a fait on a essayé de faire en fait un petit workshop entre nous avec le Bloc national au Liban et avec Layal Saher qui est la présidente de SIDS. J'avais posé cette question parce que moi j'étais confrontée à ça et elle m'a dit que ça a changé. Et en effet, aujourd'hui, la femme peut aller ouvrir en fait un compte à ses enfants. La deuxième chose qui a changé, et bon, moi aussi j'étais personnellement confrontée à ça, c'est que je ne pouvais pas prendre mon enfant voyager avec lui seul. Il fallait l'autorisation du père. Aujourd'hui, c'est l'autorisation des deux. Ça veut dire que lui aussi ne peut pas voyager sans l'autorisation de la maman. Donc oui, il y a des petites choses qui évoluent. On n'en parle pas, malheureusement, mais en fait, voilà, ça reste minime par rapport au grand chantier qu'on doit. Et le grand chantier, évidemment, c'est le Code civil. Aujourd'hui, si on parle en fait du Vatican, de l'Arabie Saoudite ou de tout ce que vous voulez, s'il y a un code civil qui régit ces influences, en France aujourd'hui, il y a une influence, évidemment, il y a des catholiques, donc le Vatican continue à jouer ce rôle-là, mais il n'a pas son mot à dire parce qu'il y a un code civil qui vraiment protège tout le monde. On est tous égaux vis-à-vis de l'État. Donc ça commence vraiment par ce code civil, et je rejoins Layal sur le point qu'il ne faut pas probablement partir sur... Aujourd'hui, la priorité, c'est la transmission de la nationalité ou autre chose. Il faut que ça soit de pair, qu'on travaille sur tout ça et qu'on commence complètement l'éducation. Aujourd'hui, ça c'est très important au niveau de l'État, et j'espère que c'est là où je te passerai la parole, parce qu'on parlait tout à l'heure, on discutait pour les espoirs qu'on peut aujourd'hui, grâce à ce nouveau gouvernement, grâce à notre au président, grâce à la première dame qui commence à jouer un rôle sur comment tu vois ça, Paola? Alors, personnellement, moi, avant d'aller voir l'État, je commence toujours avec les mobilisations de la société civile et les mobilisations des mouvements féministes. Et donc ça, c'est quelque chose qui, malgré tout, et malgré la situation très difficile au Liban, et malgré les différentes fluctuations, on va dire, qu'il y a eu dans les mobilisations populaires au Liban et dans la région, on voit quand même une mobilisation qui est toujours là, qui est fragmentée, qui a été fragmentée, qui est touchée beaucoup par les politiques des bailleurs de fonds et des donateurs, etc. Et là, on va voir quand même un grand changement dans notre secteur parce que les États-Unis ont arrêté le financement, mais pas que, les Pays-Bas aussi et d'autres pays, l'Allemagne, etc. Et l'Allemagne d'ailleurs qui s'est pas gênée pour arrêter les financements dès que les organisations féministes de la région se sont mis en solidarité avec les femmes palestiniennes, par exemple. Donc, pour moi, l'espoir, le vrai, il est là. Il est dans la mobilisation, il est dans la solidarité féministe transnationale. Après, c'est vrai qu'on a un Premier ministre qui était le président de la Cour internationale de justice. Et donc déjà, là, ça se traduit au niveau des positions qui sont prises par le Liban au niveau international. Donc que ce soit la mission permanente à New York ou la mission permanente à Genève, on voit quand même le Liban qui se positionne. Là, on est en session du Conseil des droits de l'homme, par exemple, à Genève, où le Liban a organisé un événement avec la Slovénie et l'Italie sur la participation politique des femmes et sur les standards de droit international et de droit humain
par rapport à la participation politique des femmes. Là, la première dame était à la commission sur le statut des femmes qui était à New York, où quand même, effectivement, elles se sont saisies des questions d'égalité de genre. Et le Liban est dans le bureau sur la commission sur la population et le développement, donc qui touche aux questions de droits sexuels et santé reproductive, qui aura lieu en avril à New York aussi. Donc il y a un changement de positionnement du pays dans les arènes multilatérales. Et donc c'est ça qu'il faut utiliser. C'est pas genre c'est sympa, ils ont fait un État, ils ont fait un événement, ils sont formidables. Non, c'est qu'en fait il faut savoir ça pour que quand on se mobilise au niveau national, on puisse dire vous faites ça à New York et à Genève, bon, mais qu'est-ce qui se passe à Beyrouth? Qu'est-ce qui se passe dans les régions? Qu'est-ce que vous faites au niveau national? Donc il faut un peu utiliser le positionnement de ce gouvernement pour le forcer à rendre des comptes finalement. On va ouvrir les questions. Est-ce que vous avez une question à poser? Il ne faut pas hésiter. Un commentaire pour revenir sur l'idée de l'éducation, le rôle de l'éducation. Un point très important aussi, c'est le choix de l'éducation des femmes. Oui, ça peut être vu comme un libre arbitre, mais je trouve aussi qu'il y a un déterminisme social qui pousse, pas seulement au Liban, mais on voit aussi en France, dans tous les pays, des sujets d'études qui vont être plus prisés par les hommes et des sujets d'études qui vont être plus prisés par les femmes. Donc, peut-être aussi creuser pour voir quelle est la cause de cela pourra aider à déceler, par exemple, je ne sais pas pourquoi les femmes ne se lancent pas plus en politique. Si de base elles ne se lancent pas, je ne sais pas, dans les écoles d'ingé, on voit qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Si même là on ne peut pas avoir une égalité... Ça a trait au stéréotype de genre. Depuis qu'on est petite, on ne nous dit pas tu seras ingénieur. Voilà, donc c'est là où il y a des efforts qui sont faits, je pense, pour faire en sorte que les femmes aillent plus dans différentes filières. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance qui est pas juste libanaise, qui est mondiale, comme vous l'avez bien dit, par rapport à... On voit ça aussi en France, par exemple. Il y a une tendance à reléguer les femmes et les filles à des rôles de soins. À des rôles, donc pas juste, mais donc des rôles qui sont, on va dire, des ramifications du rôle de mère. C'est-à-dire que au lieu d'encourager les filles à être, par exemple, à vouloir devenir médecin, infirmière, c'est bien, ou être soignante. Donc il y a une féminisation du travail de care, il y a une féminisation du travail de soins, parce qu'on voit ça comme un parallèle avec ce qu'on supposerait soit des qualités innées chez les femmes, que les femmes sont plus dans le soin, etc. Donc ça, il faut également, quand on parle d'éducation, et ça me fait penser aussi que le système d'éducation au Liban, en termes d'éducation publique et nationale, c'est pas ça, quoi. Donc en fait, encore une fois, on se retrouve avec un système parallèle, qui est un système privé, qui est un système religieux. Donc ils ont bien compris, quoi. Ils ont tout investi, c'est-à-dire que les hôpitaux, de la naissance, on va dire jusqu'à la mort, tout est régi par les codes religieux, et donc au Liban, dans l'éducation notamment aussi. Donc il faut faire un travail là-dessus aussi, donc l'accès à l'éducation, mais aussi ce qui est dit. Et donc il y a des programmes d'éducation aux droits humains, par exemple, qui disent aux filles, ben non, en fait, tu as le droit d'être autre chose que ce déterminisme social qu'on aurait décidé pour toi. Et justement, pour ajouter à ça, au Liban, il y a un filtre en plus, qui est justement le filtre des écoles privées, des écoles confessionnelles. C'est vraiment un héritage depuis l'Empire ottoman. Les religions ont le droit, les différentes confessions plutôt, ont le droit à leurs écoles privées qui suivent leur confession à eux. Et du coup, c'est tout l'intérêt de renforcer le secteur public, l'éducation publique, renforcer l'État. Je vous invite du coup, si cela vous intéresse, à l'afterwork dédié à ce pilier, le pilier de l'éducation. Et c'est exactement tout ça, le plan et le projet qu'on essaye de faire bouger. Justement, renforcer le secteur public, renforcer l'unité nationale, une même vision de la femme, de l'homme et de la citoyenneté. Et c'est vraiment toutes les valeurs qui font qu'une nation est solide ou pas, que les femmes et les hommes sont égaux ou pas. Si je peux me permettre, juste peut-être pour ajouter à ton commentaire qui est très juste, je pense aussi qu'il y a aussi l'idée que la femme ne peut pas faire un travail qui prendrait trop de temps. Aussi, je pense que c'est
on me l'a dit très souvent aussi dans mon travail, qu'on doit garder du temps pour notre famille, pour nos enfants, que tu es sûr tu veux faire ces études parce que c'est de bonnes études, tu ne pourras pas, et puis tu vas t'arrêter à un moment ou à un autre. Et je pense que c'est très important aussi de faire comprendre à la société qu'on n'est pas que là pour faire des enfants, qu'on peut avoir une carrière. Et je ne m'y connais pas en congé maternité au Liban, mais peut-être aussi paternelle, parce que je sais qu'en France et en Europe, c'est en train de se développer de plus en plus. Et je pense que ce serait aussi un sujet sociétal au Liban auquel il faudrait penser. Ils ont c'est quoi, c'est 10 semaines maintenant? Je crois que c'est 10 semaines de congé maternité, si je ne me trompe pas, parce que la loi a changé il y a quelques années et ils ont allongé le congé. Il me semble que c'est passé de 7 à 10. Et ça va encore. Ouais. En effet, c'est 10. Et le fait de donner un congé paternité, on a par exemple en France, montre que le père doit et peut s'occuper des enfants au même titre que les mères. Mais à un niveau encore plus rudimentaire, au Liban, le ministre du Travail a le droit d'interdire par décret certains métiers aux femmes. Donc par exemple, les femmes au Liban n'ont pas le droit de travailler dans des domaines de production d'alcool, typiquement, ou bien n'ont pas le droit de conduire des machineries lourdes. C'est complètement, c'est quasiment lunaire, mais on est parfois à ce stade d'inégalité. Même en diplomatie, je crois, elles ne peuvent pas être, pour ne pas être amenées à voyager. Oui, exactement. Elles n'ont pas le droit de devenir diplomate après leur mariage. Elles peuvent se marier après l'entrée. Exactement. Mais parce que la famille doit suivre le père et non pas la mère durant les voyages. Mais exactement, c'est ça. Il y a aussi la mère qui doit aussi beaucoup travailler sur elle et changer son regard sur son fils. La place du fils dans cette... je suis française mariée à un Libanais. J'ai beaucoup... j'adore le Liban, je suis très... On a vécu là-bas et tout, mais la mère libanaise, par rapport à son fils, il y a du travail à faire. Ça, c'est ma petite... Je pense à sa mère, c'est vrai. Mais c'est vrai que la femme, une fois qu'elle devient mère, elle a ce côté aussi à rentrer dans ce schéma qui je ne sais pas si on l'appelle culturel, mais il y a quand même une spécificité de la mère orientale sur son fils. Je vais rajouter aussi, c'est le père aussi, il a son rôle. Donc c'est comment le père éduque ses enfants. Moi j'ai 3 garçons. Je remercie le bon Dieu que ce n'est pas éduqué de la façon, parce que c'est aussi le père qui donne l'exemple. Voilà, pour être égal, la mère elle a tout son rôle sur l'éducation, mais le papa il a vraiment un grand. C'est pour ça qu'il faut vraiment. Le père il a aussi son regard sur le fils qui est très lié à la maman. Elle ne défend pas la cause féminine en ayant ce regard sur son fils. Mais l'homme a tout à fait aussi son rôle à jouer. Et puis, même au niveau de l'éducation, en effet, il y a un équilibre dans les choix, etc. Et que ce soit pas, on ne retrouve pas justement tous ces clichés de la culture ou de la communauté par rapport à l'éducation des enfants. Juste sur ce point, je pense que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup poussé à son extrême dans d'autres régions du monde, où des femmes, par exemple, poussent à l'excision de leurs filles ou poussent au mariage des mineurs. C'est ce qu'on appelle des mécanismes, on va dire, négatifs. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas fait parce que les femmes nécessairement voient leurs filles comme étant moins que leurs garçons, mais c'est juste parce qu'elles estiment, il y a une peur. Il y a une peur que leurs filles soient mises au banc de la société dans laquelle elles sont. C'est-à-dire qu'elles sont là, écoute, conforme-toi, parce que ce sera plus facile pour toi. Donc c'est un peu, on entend ça beaucoup, où les femmes disent, bon finalement, moi ce que je veux, c'est, je veux le mieux pour ma fille. Le mieux qu'elles connaissent, c'est qu'elles soient bien acceptées dans la société et qu'elles aient une sécurité. Parce que voilà, c'est encore les stéréotypes. On a pu voir ça notamment au Liban quand il y a eu une recrudescence des mariages des filles. Et c'était beaucoup dans des... On n'a pas eu de camps de réfugiés syriens, on a eu des settlements, il y a eu des encampements, on va dire, où il y avait une peur extrême que ces filles-là soient violées ou qu'elles soient abusées sexuellement de quelque manière que ce soit, ce qui était vu comme un déshonneur. Donc elles se sont dit, il vaut mieux qu'on les marie. Et avec toutes les violations qui s'en sont suivies et qui continuent à s'en suivre, mais c'est-à-dire que
oui, il y a bien sûr des stéréotypes et un patriarcat qui est internalisé, ça c'est clair. Je pense qu'on doit tous faire une introspection pour l'extraire de nous-mêmes. Mais il y a aussi ce fait qu'il y a un environnement qui fait que ce sont des conditions matérielles avec lesquelles les gens doivent composer au mieux. Et si, encore une fois, il y a une différence de classe, si on n'a pas l'argent pour envoyer ces filles ailleurs pour qu'elles voient autre chose, à ce moment-là, la stratégie de survie, c'est de se conformer. En fait, le port du voile, souvent, c'est la même logique. Des gens proches ont discuté d'essayer de comprendre pourquoi ces personnes dont on est proche voulaient garder le voile et en fait, la ramer, tout ce qu'ils mettent. Et en fait, la femme nous disait, ben, si mon mari est prêt à m'habiller comme il faut, comme vous faites dans d'autres régions du pays, et me protéger, etc., moi je veux bien. Mais dans ma réalité à moi, que je vis, avec les moyens que j'ai dans mon milieu, je me sens beaucoup plus protégé quand je suis habillé complètement de la qualité que je peux payer. Et j'ai beaucoup pensé, et ça me paraît logique. Malheureusement, mais c'est comme ça, elles sont protégées parce que, bon, protégées des regards, protégées de tous les excès qu'on peut vivre ailleurs. Mais juste une remarque par rapport à ça, je pense que ça c'est valable partout, c'est pas vraiment régional. Parce qu'on a beaucoup tous de contre-exemples dans des quartiers où on a une majorité de femmes voilées, on a vu beaucoup de femmes s'habiller librement et ne pas être plus agressées dans notre région. Comme on retrouve partout, la femme aujourd'hui, elle reste une victime agressée très souvent. Jusqu'à récemment au Liban notamment, où des femmes ont eu des viols ou des attouchements, et soit elles n'osaient pas porter plainte, soit quand elles portaient plainte, on allait tout de suite viser qu'est-ce que tu portais. Et c'est valable ici en France aussi, c'est toujours valable ici en France. Donc je pense qu'on revient toujours à ce que Paola a dit, et ce qui est complètement vrai, à une culture patriarcale, à quelque chose, encore une fois, de beaucoup plus gros. Et ça m'a fait penser à quelque chose quand on parlait des filles tout à l'heure, on préfère avoir des garçons que des filles, parce que moi je viens d'une famille maternelle où c'est les femmes qui ont fait plus d'études et qui ont fait, mais qui restaient très... Ma mère, quand elle a vu des garçons, elle a dit « je préfère avoir des garçons que des filles ». Elle a dit ça à ses filles aussi. Et ma grand-mère, la mère à ma mère, a montré la même chose. Et pourtant, je vais donner un exemple qui est très lié, mais qui n'est pas la même chose. C'est souvent, tu as raison, parce que pour protéger les filles. Et si aujourd'hui, beaucoup de personnes LGBT disent à leurs parents qui sont LGBT, c'est la même réaction tout simplement parce que leurs parents, la première chose, et moi j'en ai beaucoup d'exemples autour de moi, la première chose qu'ils vont leur dire c'est si tu es LGBT, tu ne seras jamais heureux. La société ne te permettra pas d'être heureux. Et notamment, essaie de te conformer, essaie de t'es sûr, est-ce que tu es sûr, et donc au Liban, en France, partout, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Et je pense que j'allais dire le problème, mais non, c'est pas le problème, mais le cas de la femme, c'est la même chose. Paola, j'avais une question par rapport au Liban sur le combat. On en est vraiment où? Genre pour le Bloc national comme parti, c'est l'un des piliers du programme. Et on en est où par rapport aux autres partis, que ce soit classiques ou les nouveaux, ou même la société civile? C'est quelle priorité que prend le combat d'égalité des hommes-femmes? Alors, je vais faire quand même un aveu, c'est-à-dire que ce que les partis traditionnels libanais demandent ou veulent, je m'y intéresse très peu, pour rester poli. Je pense que ce qu'ils veulent, c'est maintenir leur pouvoir et qu'ils n'ont pas forcément d'agenda par rapport à l'égalité des genres, si ce n'est peut-être une ou deux déclarations purement cosmétiques, voilà, de temps à autre. Donc voilà, ça c'est fait. Je pense par rapport aux mobilisations, il y a eu, à un moment, il y a eu, à travers beaucoup de politiques de bailleurs de fonds malheureusement, c'est-à-dire, on va un peu dans une perspective historique, les mouvements féministes au Liban, dans les débuts des années 2000 et je dirais jusqu'au milieu des années 2010,
c'était beaucoup de coalitions, c'était beaucoup de réseaux informels qui se sont organisés autour de différentes mobilisations. C'est-à-dire qu'il y avait une mobilisation qui se concentrait par exemple sur le droit des femmes travailleuses migrantes. Il y avait une mobilisation autour du droit à la nationalité. Il y avait un peu comme des initiatives qui faisaient plus de politique électorale, plus sur la violence faite aux femmes, etc. Et c'était un peu des combats qui se menaient de manière parallèle. Et ça, c'était un peu quand le Liban est un petit peu protégé, on va dire, des dynamiques de bailleurs de fonds, c'est-à-dire que les Pays-Bas, la Suède, l'Allemagne, qui venaient en disant on a de l'argent pour ça, et nous, c'est ce qu'on va financer. Et avec la professionnalisation, on va dire, de ces mouvements qui étaient des mouvements organiques endogènes au Liban, il y a eu une professionnalisation de ces initiatives qui étaient des initiatives volontaires, etc. C'est devenu des ONG, avec les ONG, avec donc ce que ça implique en termes de compétition par rapport aux ressources, en termes de professionnalisation, c'est-à-dire qu'on n'est plus des activistes, on devient des bureaucrates. Et ça a donné lieu à des situations un peu lunaires. Je me rappelle, il y a une année où quasiment toutes les ONG avaient une campagne sur les mariages forcés et les mariages des mineurs. Et j'étais là, est-ce qu'on a vraiment tous besoin que CAFA, Abrad et ça et ça et ça, on est 12 à faire la même campagne? Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'argent là-dessus. Il y avait une énorme polémique il y a quelques années par rapport à de l'argent qui avait été mis par les Suédois qui voulaient absolument faire quelque chose, dialogue avec les religieux. Et nous, on était là, ça ne sert à rien de dialoguer avec les religieux sur la violence faite aux femmes parce que c'est à cause d'eux qu'on n'a pas la loi qu'on veut. Et pour nous, ça a été vraiment perçu, je dis en tant que féministe au Liban, ça a été vraiment perçu comme un blanchiment de ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'ils ont bloqué la loi, ils l'ont vidée de toute portée politique et d'impact, et en plus de ça, ils avaient des énormes billboards sur l'autoroute avec des mots, enfin des écritures, des textes saints qui disaient « il ne faut pas frapper sa femme ». Donc nous, on n'est pas pour que les hommes frappent leurs femmes, mais en même temps, qu'est-ce qu'on a fait? On a complètement vidé la loi, le projet de loi qui était là, on a complètement vidé de tout son sens. Du coup, là, je pense qu'on est dans un moment charnière, parce que ces fonds-là des différents pays, des différentes initiatives se sont taris. Donc là, maintenant, il faut réimaginer ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire pour nos combats. Donc, pour le moment, là, en termes de mobilisation, le harcèlement, ça reste une priorité. Le harcèlement de rue, le harcèlement sexuel, ça a été une priorité de ces années, et il y a toujours les initiatives qui sont là. Malheureusement, là, il y a quand même beaucoup de fragmentation en termes des différents combats. Il y a des combats, par exemple, sur le travail du sexe qui sont en train de se faire, qui, à mon sens, ne sont pas forcément pertinents dans un contexte comme le Liban, mais il y a des campagnes qui sont faites là-dessus, sur l'exploitation, qui sont faites là-dessus, qui sont faites de manière un peu problématique, à mon sens, mais qui sont là. Des organisations féministes qui se positionnent par rapport à ça. La participation politique, ça reste aussi un combat pour beaucoup d'organisations. L'accès à la santé, ça reste aussi quelque chose, et l'empouvoirment économique. Voilà, de mémoire un petit peu les principaux pôles, disons, de la société civile au Liban, c'est là-dessus, et la lutte antiraciste et contre les discriminations faites aux travailleuses migrantes. Et ça fait des années avec Anti-Racism Movement, etc. Donc des organisations qui sont bien établies, des organisations qui font du travail exemplaire depuis des années sur un sujet qui est vraiment difficile à porter, donc qui continuent à faire ça. Donc il y a quand même cette mobilisation-là. Je pense qu'il y a moyen de la faire, on va dire, de l'amplifier, parce qu'il y a un contexte, on va dire, gouvernemental qui est moins hostile que ce qu'on a pu avoir avant, et puis parce qu'on a une opportunité de lier les luttes. C'est-à-dire que le recul sur l'autonomie corporelle des femmes, il est mondial. C'est pas juste le Liban. Donc comment est-ce qu'on lie les luttes, comment est-ce qu'on crée des réseaux transnationaux qui amplifient nos demandes au lieu de... Parce que voilà, on va dire pour les pays occidentaux, le Liban c'est un pays arabe, donc il y a aussi ces stéréotypes-là contre lesquels on doit se battre. C'est-à-dire que, voilà, les femmes arabes, il n'y a pas de réseau féministe chez nous, il n'y a pas d'organisation de droits des femmes, on est complètement soumise, donc il faut qu'on ait Joumana Haddad qui vienne parler toutes les 30 secondes. Non. Donc, il y a ça aussi, c'est qu'il y a une espèce de fétichisation de certaines féministes qui ne sont pas forcément représentatives du tissu social, associatif et militant au Liban. Si je peux me permettre, en fait... c'est important le travail des activistes, évidemment. On était tous à un moment activistes, mais ça ne suffit pas. Là où je ne te rejoins pas, Paola, permets-moi, il ne faut pas mettre au même niveau tous les partis politiques. Parce que si on ne fait pas de la politique, on ne va pas réussir en fait, à faire passer des lois. Donc l'enjeu aujourd'hui,
c'est de faire en fait cette coalition avec des politiques qui vous ressemblent, des politiques qui prennent en fait, qui défendent les causes que vous portez. Donc c'est important aujourd'hui de dire que c'est pas, je ne suis pas en train de négliger le travail des activistes, j'en étais une, je pense que c'est super important. Mais si derrière il n'y a pas un travail politique, et s'il n'y a pas des députés en fait qui vont porter cette voie-là, ben, on ne va pas y arriver. Donc d'où l'importance de bien voter, s'il vous plaît, en 2026. Donc là, c'est important de vraiment faire de partenariat entre la société civile et les politiques qui peuvent porter ces choses. Oui, oui, non, ça, je pense que c'est important les activistes, notre rôle, c'est de faire en sorte que l'appareil étatique nous rende des comptes. Voilà, c'est là, on a un peu la conscience, on va dire. Après, effectivement, oui, il faut que nos demandes soient traduites politiquement. Voilà, après, on peut avoir un débat sur les politiques électorales dans un pays comme le Liban, où les systèmes sont tellement difficiles à percer. Mais oui, il faut des alliances. Je veux dire, la coalition qu'on avait faite sur la loi sur la violence faite aux femmes, c'était des avocats, c'était des activistes et c'était aussi les parlementaires qui étaient en accord. Ouais. D'autres questions? Je souhaite revenir quand même au chiffre de 29%. Vous avez mentionné tout à l'heure. Oui, accès au travail. Ouais. Et donc, du coup, ça montre quand même la dépendance économique. Et quand on est dans la dépendance économique, c'est un sujet de majeur, je trouve, quand même. Quand on est dans la dépendance économique, là, franchement, on est dans une soumission. Et donc, du coup, par exemple, un exemple parmi d'autres, les écoles terminent à 14h ou 15h, et les horaires de travail, c'est 17h, 18h. Donc, c'est quoi le choix qu'on a? Soit de faire venir une bonne, la majorité, en fait, pas la majorité, mais beaucoup de familles ne souhaitent pas faire ce choix, soit faire appel à la grand-mère de côté, soit de dire, allez, la femme va rester à la maison. La femme elle va rester à la maison parce qu'elle a son salaire peut-être initialement qui était déjà un peu plus moins élevé que l'homme, et puis dépendance économique et mentalité qu'on ne peut pas changer. Donc du coup là, le point de dépendance économique, c'est un point majeur pour qu'on puisse avancer les choses aussi. Oui, je pense. Si je peux répondre à cette question, j'ai vécu en Italie. Et en Italie, en fait, les écoles, pareil, en fait, elles se terminent à 14h30, 15h. C'est juste pour vous ramener sur la mentalité, en fait. C'était à tour de rôle. Un coup, c'est toi qui vas aller chercher le père, un coup, c'est la mère. Ils sont égaux, donc du coup, dans ce sens-là, c'était pas compliqué, même si les écoles fermaient très tôt. Il y a cet échange, en fait, entre la femme et l'homme. Au Liban, c'est automatiquement, c'est la femme qui doit s'en occuper. Donc, je reviens sur le changement de mentalité. Donc, évidemment, la situation économique aussi, mais aussi si on pousse les filles à s'éduquer, à travailler, à devenir indépendantes, elle va devenir indépendante. Donc du coup, ça aussi, c'est vraiment, en fait, pour moi, c'est un changement très très important de mentalité qui va, même si les conditions, on va dire, que ce soit pour les écoles qui ferment tôt ou autre chose, parce qu'en Italie, les grands-parents sont très présents. C'est eux qui gardent les enfants, en fait. C'est très important. Il y a ça dans cette société qui est société de famille, comme nous, on a au Liban, et c'est des valeurs qu'on veut mettre en avant, la valeur de la famille qui est là pour, à chaque fois qu'il y a un problème, mais il faut que ça évolue dans la mentalité, en fait, pour que ça soit des opportunités, des chances, qu'on donne des chances aussi aux femmes, aux filles qui deviennent femmes. Mais juste en accord avec ce que disait Madame, je pense que oui, mais il y a aussi le problème des inégalités salariales, qui est un problème universel. Et je veux dire, en Suisse, les écoles finissent à 15h. C'est le même problème, c'est-à-dire que si on veut un programme après l'école, c'est quelque chose qui est payant. La plupart du temps, le travail qui paye le plus, c'est le travail des hommes. Donc, une fois que les personnes font leurs calculs, est-ce que ça sert vraiment à ce que la femme travaille, vu qu'elle va gagner moins, qu'elle a un travail beaucoup plus précaire?
finalement pas. Donc il y a beaucoup de femmes qui font des pauses dans leur carrière, donc avec tout ce que ça implique en termes de dépendance économique, mais aussi, on sort un petit peu du cadre du Liban, mais aussi avec tout ce que ça implique en termes de vieillesse et de prévoyance vieillesse et de retraite. C'est-à-dire qu'avec toutes les pauses que les femmes font au cours de leur carrière, il arrive souvent que aussi, elles ont intérêt à rester mariées, même une fois que les enfants ont grandi, parce que sinon elles se retrouvent dans des situations économiques qui sont très précaires. Donc c'est vrai qu'il y a ça, mais il y a aussi le calcul qui doit être fait entre qui gagne plus et qui est le plus susceptible de devoir lâcher son travail. Ou le lâcher à moitié. Ouais. En Europe, il y a des solutions comme ça. Au Liban, malheureusement, on n'a pas ces solutions de bulletin au 80% ou même on se tire un jour sur deux avant. Donc peut-être. Et comme Madame a dit, ici en France, on a le congé parental. C'est le moment où le papa qui peut prendre en fait un congé parental. Ça, en Liban, ça n'existe pas. On revient sur le code civil. J'ai une question pour le bloc, du coup, pour vous. Je ne sais pas qui d'autre est du bloc. Mais du coup, est-ce que vous avez des... On parlait d'élections de 2026 ou des élections passées. Est-ce que vous avez des représentants pour chaque région libanaise aujourd'hui? Et est-ce que du coup, vous avez une parité sur toutes ces régions aussi? On n'a pas des représentants pour toutes les régions, mais un de nos buts premiers, c'est vraiment la parité. Aux élections 2022, on avait 5 candidats, donc deux femmes, donc 40%. Bon, en termes de pourcentage, on est bien, en termes de nombre, c'est pas encore ça, mais c'est tout l'intérêt de notre projet. On est en train de grandir, on essaie de croître. Nos buts sont long-termistes. On s'inscrit sur le temps long et sur un changement vraiment durable. Notre implantation locale, on a beaucoup de chance, on commence à avoir des antennes, que ce soit dans le Bra, Kissarouen, Maten, Beyrouth, etc. On commence à avoir des antennes sur toutes les régions du Liban. Notre but maintenant, d'ici les élections 2026, c'est vraiment d'attacher le plus de monde possible, de trouver des potentiels candidats qui pourront se présenter dans les circonscriptions dans lesquelles on n'a pas encore de candidats, et idéalement de promouvoir le plus de parité possible. C'est quoi l'obstacle de ne pas être aujourd'hui, par exemple, facilement dans toutes les régions? On a des obstacles c'est surtout des obstacles assez pratiques, dans le sens où c'est vraiment des choses qui prennent du temps. Créer une base populaire dans une région, il faut un réseau de communication, il faut des gens qui soient relativement connus dans leur région, qu'on puisse toucher avec nos idées. C'est vraiment un aspect assez pratique, assez logistique. Le parti, il a dû cesser son activité pendant 10, 12, 13 ans. Même plus. Il a officiellement fermé ses portes en 2009, on a repris en 2019, mais même avant ça, il n'y avait plus d'activité partisane. Donc c'est vraiment, on est encore au début du parti, et l'expansion qu'on a vue, elle est tout simplement incroyable. Ça montre qu'il y a vraiment un soutien populaire à la cause, et il y a un engouement. On a par exemple 50% des Libanais qui ne votent pas. Énormément d'entre eux appartiennent à la classe d'âge qui est le plus à même d'être touché par nos idées. Et c'est vraiment sur ça qu'on va jouer d'ici les élections 2026. Exactement. Donc les 20, 30, 40 ans, bon 40 ans un peu moins, mais 20, 30 ans c'est vraiment notre... 40 ans c'est encore jeune, s'il te plaît. Non, ok. S'il te plaît, oui. Merci. 40 ans c'est très jeune, c'est très jeune, 40 ans c'est très jeune, mais l'obstacle avec les personnes de 40 ans, c'est qu'elles ont encore l'expérience de la guerre civile qui malheureusement a énormément imprégné, souvent négativement, la vision des partis politiques qu'ont ces gens-là. 30-20 ans, on commence à toucher à une zone démographique qui est plus à même d'accepter les idées, la culture démocratique, du débat, des idées, de l'enrichissement. Et c'est vraiment sur ça qu'on va jouer d'ici 2026. D'où un peu le concept des afterwork. Je vais rajouter une petite subtilité, pas une subtilité, je vais ajouter légèrement ce qu'il a raconté sur la représentation du bloc national au Liban ou même à l'étranger. Effectivement, on n'a pas de représentants officiels au Parlement ou dans les ministères ou dans les municipalités ou de je ne sais quoi, mais on a des comités un peu partout au Liban et à l'étranger. Donc à l'étranger, on a le bloc en Europe, que je préside. On a une antenne aux États-Unis, Canada, et on a une antenne dans les pays arabes. Et on a plusieurs antennes au Liban même, une à Beyrouth, Zrata, Trablos,
Maintenant, ouais, il n'y a pas longtemps. Maten, Abda, on voulait ouvrir une dans le sud. La guerre a un petit peu ralenti ce projet-là. J'en oublie certainement. Et l'histoire de parité, bon, je n'ai pas le chiffre exact, mais il y a beaucoup de femmes qui sont représentées dans ce truc-là, qui ont un rôle. Dans chaque comité, il y a un président, vice-président, secrétaire ou trésorier. Et il y en a plusieurs. Quand on donnait celui de Malva, c'est une femme. Pays arabes, c'est une femme qui préside. En Europe, on avait une femme qui était vice-présidente, donc qui a décidé de se désister. Et du coup, non, c'est plus une femme. Mais au début, ça l'était. Mais elles sont super actives. Mais elles sont super actives, absolument. La preuve. Du coup, en termes de... Oh, oui, vas-y. Moi, j'ai une question. Si on regarde le monde actuel, c'est à cause de la politique, justement, qu'on se retrouve tous à se poser ces questions-là. Donc, c'est quoi la stratégie du bloc national en termes d'ouvrir les mentalités et communiquer d'une manière autre que la politique pour pouvoir ouvrir les esprits? En termes du coup, comme Hannah l'avait mentionné, on fait énormément d'initiatives avec SITS. Et aujourd'hui, c'est les mesures les plus concrètes qu'on a. Dans notre programme, il y a énormément de mesures visées à l'éveil, que ce soit politique, que ce soit social, que ce soit culturel, qui sont mises comme des mesures phares de notre programme, dont essentiellement les piliers sur la nationalité et l'identité et sur l'éducation. C'est vraiment les deux piliers phares qui vont toucher ces concepts. Comment ça va se faire? Idéalement avec des réformes du secteur public, de l'éducation, des programmes, surtout des programmes éducatifs, parce que chaque école fait vraiment un programme d'histoire, d'économie à sa sauce. Ça va dans tous les sens, il faut unifier tout ça, et c'est vraiment les mesures les plus phares. Aujourd'hui, en termes de blocs, que ce soit en Europe ou bien au Liban, on a énormément d'initiatives de ce type. Des initiatives after work, les conférences, les rencontres, etc., qui ont pour but d'augmenter et de favoriser l'éveil politique dans un bon sens. The work is grassroots. Je rajouterais en fait à votre question par rapport au workshop qu'on est en train de faire. C'est pas uniquement en fait présenter les femmes uniquement dans le cadre de ce qu'on avait dit tout à l'heure. L'objectif, c'est aussi les membres du bloc national. Aujourd'hui, tous les membres en fait suivent des workshops bien précis pour montrer en fait comment on peut aller se présenter, quel est notre rôle à jouer. Donc ça, c'est aussi au sein du bloc national, on fait ce travail au niveau tu étais avec nous dans le workshop et on en a parlé. C'est important en fait aujourd'hui ces actions concrètes qu'on est en train de déployer, même au niveau de notre bloc national, avant d'aller prêcher et de sensibiliser ailleurs. On fait ce travail au sein du bloc national. Ma question, c'est d'être plutôt dans l'approche, parce qu'on voit que la politique nous a menés ici aujourd'hui. Donc est-ce que l'approche du bloc national ne devrait pas être quelque chose qui sort un peu de la politique traditionnelle pour pouvoir attirer un plus grand nombre de personnes à regarder les idées, à vraiment analyser les missions du parti qui vise justement la laïcité, la liberté et l'expression libre d'un Liban qu'on rêve tous de voir? Tu penses sérieusement, toi, qu'aujourd'hui, si on s'oppose complètement aux partis politiques, aux traditionnels, tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est comme ça que tu vas pouvoir percer et éduquer et commencer à... C'est pas comme ça, en fait, en tout cassant. Aujourd'hui, qu'on applique, en fait, un accord qui s'appelle l'accord de Taif avant de commencer à travailler autre chose. En arabe, donc tu peux pas aujourd'hui... on peut être aussi modeste, on est un petit parti politique. Tu ne peux pas venir aujourd'hui et tout casser et dire que, ouais, voilà, je vais... Il faut déjà qu'on soit dans le Parlement pour qu'on puisse derrière porter des lois, porter des nouvelles propositions. Aujourd'hui, il faut aller dans ce sens. Il faut dire les choses comme elles sont, en fait. On est au Liban, on reste à regarder le système actuel qui ne fonctionne clairement pas, ni au Liban, ni ailleurs. On voit beaucoup de gens qui sont vraiment démunis, qui ne sont pas éduqués, qui sont bloqués dans ce système. Donc c'est vraiment casser le système, l'enlever complètement et mettre quelque chose d'autre.
Et pourquoi pas à travers une vision artistique, l'art, ça touche les esprits, ça traverse toutes les frontières, toutes les croyances justement. Et donc pourquoi pas une approche vraiment axée sur... Ça c'est le travail des activistes. Le travail d'un parti politique, c'est de rentrer dans le Parlement et de porter des lois. Et surtout après, que il y a des partis politiques qui sont pour tout casser, camarade. Non, effectivement. Après, l'objectif... Ça n'a pas fonctionné. On ne va pas très loin parce qu'on est dans une société, malheureusement au Liban, où la guerre est toujours là, les partis de guerre sont là. Nos parents, on ne peut pas leur enlever ça de leur esprit, qu'on ne le veuille pas, même s'ils sont... Oui, mais ils ont échoué tous. Non, mais ils ont échoué vraiment. Je suis la première à dire ça. Depuis les 5 dernières années, on n'a vu que de cet échec-là. Bien évidemment, je ne serais pas là si je croyais en un seul parti politique libanais qui vient de la guerre. Je pense que le Bloc national n'est pas un parti qui a porté les armes. Ce n'est pas un parti politique non plus qui a fait la guerre. Donc on peut déjà croire en un parti qui n'est pas là avec les traumas de la guerre que nos parents ont. En fait, c'est comme ça qu'on peut commencer. Puis je pense qu'ils ont essayé pendant la Saoula de faire un parti politique qui cassait tous les codes et tout l'aspect un peu politique auquel il y a les arènes, mais malheureusement, ça n'a pas forcément fonctionné. Il y avait beaucoup de bonne volonté aussi. Il y avait des activistes, des avocats, des juges. Et au-delà de ça, le problème, c'est que, ou bien plutôt, c'est pas le problème, c'est l'approche du bloc. En tant que tel, c'est une approche qui se veut pragmatique. On veut réformer le système, mais on ne peut pas tout casser dès maintenant pour tout remettre à zéro. Parce que si tu veux reconstruire quelque chose de concret qui va durer, tu dois le reconstruire avec quelqu'un. On ne peut pas le reconstruire tout seul. D'une part, on est un parti qui est numériquement minoritaire. D'autre part, on ne sait pas à quel point nos idées toucheront tout le monde aujourd'hui à l'instant T. Notre but, c'est vraiment de créer la base populaire propice à faire et à mettre en avant nos réformes pour qu'elles durent et qu'on ne se retrouve pas dans des rêves de 10 ans comme on a eu par exemple dans les années 2011 avec les réformes de Riyad Salamé, où tout le monde pensait que tout allait super bien parce qu'on avait des réformes, parce qu'il y avait de l'argent, alors que c'était vraiment très factice, très superficiel. Si on veut des réformes vraiment concrètes, qui vont dans le fond, qui durent et qui permettent à nos enfants, et si Dieu veut, les enfants de nos enfants de vivre au Liban, de ne pas avoir à vivre ce que nous on a eu à vivre, que ce soit de l'immigration, de guerre, etc. On est obligé de faire avec certaines des composantes qui sont déjà présentes, certaines des données, pardon. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qui nous limite, qu'est-ce qui oblige à rester dans ce mode de fonctionnement? C'est vraiment des considérations très pragmatiques. Parce que, admettons, on va vraiment dans un point de vue très idéal, on veut faire la révolution, avec qui? De un. De deux, on est contre qui? Et si on considère contre qui on se pose, est-ce qu'on a des chances concrètes de gagner? Non. Moi, je vais ajouter un truc. Je veux dire qu'on a des institutions. Et aujourd'hui, le combat, ce n'est pas les institutions. En fait, il faut dire qu'on a un socle démocratique, plus ou moins. Et en fait, il faut venir et jouer avec ça. L'idée, pour jouer avec ça, il faut déjà être présent dans le Parlement. Et en fait, pour être présent dans le Parlement, il faut porter un discours alternatif. Il faut aller chercher des personnes, il faut aller porter une voix, récupérer des personnes. Et en fait, la force du bloc va être en fait de porter une alternative qui doit se co-construire avec vous, mais avec nous, avec les territoires, au Liban, mais à l'extérieur. Donc aujourd'hui, il faut voir les choses comme ces institutions, le Parlement, le gouvernement, c'est des choses qui sont déjà établies. Et l'idée, c'est dans ce système déjà établi, comment on peut tirer des liens, ligne par ligne, pour venir faire des petits changements. Maintenant, ce qui est important ici, c'est qu'en fait, on a une vision. Je peux parler. Par exemple, une personne comme moi qui existe aujourd'hui actuellement, je n'existe pas au Liban. Beaucoup de gens d'entre nous n'existent pas au Liban. Est-ce qu'il faut attendre 2026 pour rentrer au Parlement, pour espérer changer quelque chose, pour qu'on puisse exister comme les autres? Non, moi j'arrive. Donc là déjà, il y a une ambition politique qui est très claire. Parce qu'en fait, il faut faire des lois, et c'est les lois qui vont être les plus pérennes. Maintenant, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'on va chercher et récupérer de l'information et sensibiliser. Donc nous, en fait, vous êtes des relais, des piliers pour aller chercher l'information,
pour aller diffuser une bonne parole et venir la challenger aussi. Et venir créer un discours commun, collectif, et qu'on vient le porter collectivement ailleurs. On a besoin de travailler sur différentes strates. On a la politique, on ne pourra pas dépasser, c'est ça c'est des lois écrites, établies. Nous, à notre niveau, chacun de nous, on a nos réseaux sociaux, on a nos réseaux humains, et l'idée c'est d'aller, voilà. Et ensuite, on a au sein de nos foyers, tout à l'heure vous avez parlé, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, les parents, eux, ici, ils ont un rôle d'éduquer, de sensibiliser et de montrer qu'il y a des alternatives et de venir diffuser. Donc je pense qu'en fait, les moyens aujourd'hui, c'est qu'on se donne tous les moyens possibles pour qu'on arrive à déclencher des choses, et ça va se faire d'une manière dominante. On ne pourra pas avoir tous les combats tout de suite. On ne peut pas faire la guerre. On peut gagner des combats un peu. Et on va venir. Le changement, ça prend du temps. Le changement prend beaucoup de temps pour arriver. Il faut avoir les moyens de ses ambitions. Quand on a beaucoup d'ambitions, il faut beaucoup de moyens. Si on a peu de moyens, il faut rabaisser un peu les ambitions et compter sur le temps, qui est un moyen aussi. Exact. Et au-delà de ça, il faut aussi comprendre que tout n'est pas à jeter au Liban. Tout n'est pas à jeter. Il y a un socle juridique qui n'est pas mauvais. Il y a vraiment des bonnes mesures qui ont été prises, il y a des bons textes, des bonnes réformes qui ont été mises en place. Tout n'est pas parfait. C'est pour cela qu'on se dit réformiste. Il y a des choses à changer, oui, et c'est notre plan. Mais l'idée, c'est que la pratique politique au Liban est horrible. Elle est horrible. Il n'y a rien qui n'est respecté. La Constitution est bafouée 12 fois par session parlementaire. Exactement. Mais du coup, c'est pour cela qu'il faut commencer par la politique. Parce que si tu réformes et tu fais respecter les textes qui, eux, en soi, ne sont pas mauvais, ça coule de source. Ça fonctionne. Ce que tu dis, Joanne, ça n'existe pas en sans politique. Je se met d'accord sur le principe. Qu'est-ce que la politique en fait? Qu'est-ce que la politique? Politique d'organisation de la cité. À la seconde où on est réunis comme ça, on fait de la politique. À la seconde où on organise. Tout ce que tu racontes, c'est politique. Même si c'est une société totalement égalitaire, sans règles et sans normes, c'est de la politique. Voilà. Le principe zéro, l'organisation même de l'espèce humaine, si tu veux, c'est de la politique. Tu peux pas, ça n'existe pas de faire ça en politique. C'est si cette offre là avec. Et le fait de vouloir tout casser, c'est un mode politique aussi. Que certains probablement défendront. Je ne vais pas les nommer. Il y en a. Je me sens visée. Non, évidemment, bien sûr. Et je vais donner un autre exemple peut-être un peu plus concret aussi, qui ne se rapporte pas au sujet d'aujourd'hui, mais qui se rapporte à un autre sujet qu'on parlera demain. Il y a plusieurs lois au Liban qui sont... Enfin, plusieurs lois ne sont pas respectées. Il y en a certaines qui veulent faire respecter et qui sont mauvaises. Je prends par exemple l'exemple de la loi qui criminalise l'homosexualité. C'est une loi qui existe au Liban aujourd'hui. Elle est inscrite et le Parlement refuse de l'enlever. Et si jamais des réformistes n'entrent pas au Parlement, comment est-ce qu'on veut que cette loi dégage? Comment on veut qu'elle soit abrogée? On ne pourra le faire que si on rentre au pouvoir. Ou alors, le deuxième moyen, qui est très simple, c'est de prendre le pouvoir par la force. Et prendre le pouvoir par la force, nous, au Bloc national, on n'a pas les moyens de le faire, on ne veut pas le faire. Et on ne peut pas le faire. Et les autres partis politiques non plus ne le feront pas, parce que si quelqu'un prend le pouvoir par la force, c'est-à-dire qu'il le fait contre une autre entité libanaise, quelle qu'elle soit. Et prendre le pouvoir par la force, ça veut dire guerre civile, ça veut dire destruction totale, ça veut dire plus rien ne fonctionne. On revient 30 ans en arrière. Ou sinon, tu fais mobilisation par en bas, la grève générale. Tu vois ce que je veux dire? Il y a d'autres outils. Il y a d'autres outils que faire la guerre, je veux dire, il y a d'autres outils. Il y a de la mobilisation populaire par en bas, il y a un renversement des pouvoirs de force, pas juste par les activistes, par des partis politiques aussi. Des partis politiques qui existent aussi, qui ont une approche différente, qui ont une approche aussi de mobilisation populaire, de renversement des pouvoirs des pouvoirs de force. Il y a aussi des outils comme la grève qui sont pas utilisés, mais aussi là où si je peux me permettre, c'est-à-dire que oui, la décriminalisation de l'homosexualité, c'est une chose, mais c'est bizarrement, on n'entend pas assez... Même soi-disant les parlementaires qui sont progressistes, on n'entend pas assez de voix assez fortes sur ces questions-là. On n'entend personne sur l'avortement. Je veux dire, on peut essayer de réformer, etc. Mais le problème, c'est que nos droits, les droits des femmes, les droits des personnes LGBT, c'est toujours renvoyé à plus tard. C'est toujours quand il y aura cette réforme-là et il y a des trucs qui sont bien. Je suis désolée, le système sectaire
confessionnelle au Liban, s'il y a un truc à atomiser, c'est ça. On ne peut pas dire dans ce cadre-là, on va essayer de réformer. Non, c'est un système qui est à la base, qui est un système discriminatoire. Donc ce système-là, il faut l'abroger. Il n'y a pas d'autre choix. Voilà. Pour l'abroger, notre solution, c'est d'utiliser le socle qui existe, qui est plus ou moins solide, qui nous permettra potentiellement de faire quelque chose, petit à petit, parce que le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Si on prend l'exemple de la France, il a fallu 2 guerres mondiales pour arriver à ça. Très riche. On a échangé à plusieurs reprises, mais ce soir était vraiment réellement, et moi je te suis depuis trop longtemps. Donc merci pour cette intervention très riche et on reste en contact pour faire des coalitions. Je vous invite à prendre un petit verre à côté. Merci.